Dzogchen Today podcast. Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée Dzogchen au quotidien, est conçue pour nous permettre de nous familiariser avec la vision du Dzogchen et ce qu'elle peut nous apporter au quotidien, au travers de témoignages personnels et de courtes pratiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Dzogchen au quotidien pour un épisode consacré à la solitude numérique. En effet, dans l'épisode précédent, nous avions exploré le sentiment de solitude en général et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette solitude numérique. Et en effet, jamais nous n'avons été aussi connectés et pourtant, jamais la solitude n'a été aussi présente. Entre réseaux sociaux, messages instantanés, notifications à n'en plus finir, notre quotidien est rythmé par une hyperconnexion permanente. Mais derrière les écrans, nous sommes nombreux à nous sentir seuls, déconnectés d'un monde plus physique, plus tangible. Et ce sentiment de solitude progresse selon une étude de l'IFOP menée en 2024 à l'occasion de la Journée mondiale des solitudes. Et elle révèle que 44% des Français disent se sentir seuls de manière régulière, dont 62% des jeunes de 18 à 24 ans. Et ce sont d'ailleurs des chiffres que l'on retrouve plus ou moins dans tous les pays européens. Alors, pour tenter de mieux comprendre ce phénomène, j'ai le grand plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui deux invités. Damien Brouon, bonjour. Bonjour. Et Alessandra Horn, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. En ce Merci. temps de canicule. Merci beaucoup. Il fait bien chaud. Il fait très chaud. Beaucoup trop chaud. Donc on va faire de notre mieux pour rester le plus concentré possible. Tout à fait. On va essayer. Alors Damien Brouon, vous êtes enseignant en art, artiste et auteur, et vous enseignez également le bouddhisme depuis de nombreuses années dans les pays francophones, dans différents cadres. Oui, tout à fait. Et Alessandra Horn, vous êtes psychologue et vous accompagnez des jeunes adultes dans leur processus d'insertion socio-professionnelle et vous pratiquez la méditation bouddhiste et le Dzogchen depuis plus de 10 ans. Oui, c'est exact. Bon. Alors pour commencer, peut-être qu'Alessandra Horn, vous pourriez peut-être nous expliquer ce que l'on entend par solitude numérique selon vous et quels en sont les mécanismes. Dans un premier temps, on pourrait peut-être voir ce qu'on entend en fait par solitude. Et l'OMS, elle l'a définit comme une douleur sociale qui est liée au fait de ne pas se sentir en lien avec autrui. Le mot ici, douleur, est important parce qu'effectivement, il y a des solitudes qui sont dites subies et d'autres choisies. Et la solitude numérique, en fait, dont on parle aujourd'hui, est une solitude qui est plutôt subie. En fait, il y a plusieurs manières de définir la solitude numérique, mais celle qu'on va aborder aujourd'hui, c'est plutôt un phénomène qui reflète un paradoxe. C'est celui de souffrir de solitude dans un monde, en fait, où on est ultra connecté ou soi-disant. On peut avoir l'impression d'être en lien avec beaucoup de gens, d'être relié à des communautés, mais au milieu de ça, malgré tout, les gens ressentent quand même de la solitude et se sentent isolés socialement. Et c'est vécu en général comme négatif ou désagréable. Donc malgré le fait d'être justement connecté et avoir l'impression d'être en lien, finalement, Exactement. la personne se sent seule. Oui, d'où le paradoxe, effectivement. Ouais. Et tout à l'heure, vous avez nommé donc, des études qui montrent un petit l'ampleur en fait, de la problématique. Et en réponse à cela, l'OMS, elle a même créé en fait, une commission pour favoriser le lien social, parce qu'elle considère en fait, que la solitude est maintenant une menace pour la santé. Il a effectivement été constaté en fait, que si les gens n'avaient pas assez de liens sociaux, elles étaient en fait davantage exposées à des risques d'anxiété, de démence, de dépression ou même de risques de décès précoce. Donc on voit que la solitude, lorsqu'elle est subie, en fait, elle a de multiples conséquences qui peuvent être néfastes et pour la santé physique et pour la santé psychique. C'est bien que vous le rappeliez parce qu'on l'avait déjà un petit peu abordé dans l'épisode précédent. Et là où ça vaut la peine en fait de se pencher un peu sur la solitude numérique, c'est parce qu'il a été établi en fait comme l'a dit en fait l'étude que vous avez citée tout à l'heure dans l'IFOP, c'est qu'une des premières tentatives de solution pour les personnes qui se sentent seules, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Et là, on se trouve vraiment devant finalement un dilemme parce que beaucoup d'individus expérimentent une solitude et ce régulièrement. Et leur réponse à cela, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Mais en fait, le risque avec ça, c'est finalement de se trouver dans un système, d'être enfermé dans un système où c'est comme coincé en fait finalement.
Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que le mécanisme qui est en jeu ici, c'est que le fait de répondre à la solitude en allant sur les réseaux, dans un premier temps, donne vraiment ce sentiment qu'on a une réponse en fait satisfaisante. On a comme un nouvel élan, les gens se sentent bien, en lien avec beaucoup d'individus. On a vraiment cette impression d'être en lien. Et il y a comme une lune de miel au début. C'est toute cette nouveauté-là. Mais au final, après un certain temps, on se rend bien compte que le caractère virtuel de ces contacts et cet aspect aussi qui est très diffus des échanges où il y a beaucoup d'intervenants ou de beaucoup de personnes qui communiquent sur les réseaux, mais en fait, on n'est pas vraiment en lien avec les gens. On a finalement une lassitude qui s'installe et comme une habitude qui s'est installée dans laquelle on se coince. Et un des écueils de ce système d'aller sur les réseaux sociaux, alors qu'on est déjà dans ce sentiment un peu de solitude, c'est qu'on devient de moins en moins habile en fait, dans les relations sociales. Et le problème, c'est qu'en réponse à ça, on va sur les réseaux sociaux, donc on se retrouve comme coincé dans une boucle où on est pris et on est coincé dans ce système. Donc ça, c'est vraiment la problématique de cette situation. Mmh. Alors, Damien Bromont, est-ce que vous pourriez nous apporter peut-être un éclairage par rapport à la tradition du Dzogchen ? Parce que bien que millénaire, la tradition du Dzogchen semble pouvoir apporter un éclairage très actuel sur ce phénomène contemporain. Que pourriez-vous nous dire à ce propos ? Ce qu'on pourrait dire, c'est que celles et ceux qui conçoivent ces systèmes, ces réseaux sociaux, ces applications, etc., comprennent très bien le fonctionnement de l'esprit ordinaire, tel que le décrit la tradition du Dzogchen. Mm-hmm. C'est-à-dire que Sem, l'esprit ordinaire, lorsqu'il manque la reconnaissance de sa nature véritable, qui est vide et lumineuse, qu'on appelle l'évidence primordiale, Rigpa, lorsqu'il manque cette reconnaissance, cette compréhension profonde et réelle de ce qu'il est, et bien à ce moment-là, comme il est défini par la capacité à connaître, il va connaître, mais sur un mode duel. C'est-à-dire qu'il va connaître des objets de connaissance qu'il projette pour confirmer l'idée qu'il se fait de soi. Dans ce cadre-là, par exemple, pour me sentir moi, tel que je me définis, j'ai besoin qu'il y ait autrui. Mmh. Autrui est celui qui m'aide à me définir. Ce serait mon témoin de référence. Voilà, S'il n'y a pas autrui, je ne peux pas me définir. Je ne peux pas me définir. J'ai besoin des autres, j'ai besoin d'amis, j'ai besoin d'ennemis, j'ai besoin de figures de référence. J'ai absolument besoin de ça. Et ça me permet de me construire. Je crois d'ailleurs qu'on utilise dans la tradition une image comme le miroir. Sans miroir, on ne connaît jamais son propre visage. Exactement. On pourrait utiliser ce parallèle un peu ? Oui, exactement. C'est toujours un mode de connaissance qui est duel, qui est projeté. Et dans ce cadre-là, l'esprit ordinaire ne vit que dans une sphère qu'il ne cesse de se construire, qui est donc artificielle, qui est donc illusoire. Et précisément parce qu'elle est artificielle et illusoire, elle demande beaucoup d'efforts pour voir confirmer ce qu'on croit déjà. J'ai besoin que mon ami soit amical, j'ai besoin que mon ennemi soit une personne détestable. Voilà, et donc je vais, sans véritablement m'en rendre compte, essayer de voir se confirmer ces projections que j'ai, parce que ça me permet de me définir. Voilà ce que dit très vite la tradition sur le fonctionnement de l'esprit ordinaire. Or justement, dans les réseaux sociaux, les algorithmes vont faire en sorte que l'image qu'on a de soi, que nos croyances soient sans cesse confirmées. Par exemple, si je pense que la Terre est plate, eh bien, je vais avoir, comme par hasard, plein d'informations, plein d'amis de plein de réseaux sociaux qui vont venir confirmer que la Terre est plate. Et on va se sentir de plus en plus fort là-dedans et avoir toutes sortes de confirmations que oui, les choses en sont ainsi. Si je regarde une vidéo sur un kangourou qui fait de la boxe, eh bien, je vais avoir des contenus orientés vers l'Australie, les kangourous, les bagarres, etc. Et ça marche. Et les boomerangs. Et les boomerangs, il y a les ornithorynques, enfin voilà, il va y avoir toute une sphère de réalité qui va se construire autour de cette proposition. Voilà, vous pouvez faire l'expérience d'ailleurs, commencer à vous intéresser à quelque chose qui vous intéresse pas a priori, et vous allez voir, vous allez avoir comme par hasard plein d'informations là-dessus. C'est une sorte de test. Et ça, c'est comme ça que fonctionne l'esprit ordinaire. Et là-dedans, il y a une immense solitude. Si autrui n'est autrui que par rapport à moi, il n'a pas de réelle existence. En fait, c'est une figure. C'est une figure complètement égotique. Et de même, les amis que j'ai sur les différents réseaux sociaux, ils sont aussi complètement illusoires. Donc, au fond de tout ça, au fond de cette logique, il y a une profonde solitude.
on n'a jamais affaire vraiment à autrui, on n'a jamais vraiment affaire au monde, mais on a toujours affaire à un autrui pour moi, un monde pour moi, etc., etc. Donc c'est fascinant de voir comment les développeurs de tous ces systèmes ont une compréhension très profonde, finalement, intuitive, de ces effets, comme vous disiez Alexandra, de ces effets de boucle. C'est-à-dire qu'on va toujours revenir sans cesse au même point. Et dans ce processus, avoir l'impression d'avoir affaire à une réalité solide, substantielle. Et en fait, non seulement elle est illusoire, mais en plus, on est complètement seul dedans. Donc on peut tout à fait faire, ce que vous venez de faire d'ailleurs, ce parallèle entre ce phénomène d'algorithme qui nous enferme dans une boucle et le phénomène de nos habitudes mentales, par exemple, ou de nos habitudes qui nous enferment, selon la vision peut-être plus bouddhiste de Dzogchen, qui nous enferment toujours dans les mêmes formes dans des bulles, de comportement, de pensée, d'habitude, donc des bulles. C'est ça, c'est des bulles, c'est-à-dire que on construit la réalité mais sans le savoir, et on croit découvrir cette réalité qu'on a construite hors de nous, extérieure à nous, alors qu'en fait on ne fait qu'évoluer au sein de notre bulle. Et là-dedans, il y a une énorme solitude. C'est certain. Et il est certain que les dispositifs qui existent à notre époque, en un sens, n'inventent rien de nouveau, mais en un autre sens, renforcent des tendances humaines fondamentales. Et quelque part, elles nous coupent des possibilités de nous en libérer. Elle continue à nous enchaîner, on pourrait dire. Exactement. Elle renforce les chaînes. Alors on pourrait après imaginer, peut-être ça viendra plus tard, des façons de se défaire de ça. Mais il faut bien remarquer qu'il y a une économie de l'attention qui sait très bien capter les consciences, parce qu'elles les connaissent bien. Et favoriser la distraction. Donc, voilà, exactement. Parce qu'elles les connaissent bien dans leur aspect conditionné, limité. Alors justement, ce que nous dit la tradition du Dzogchen, c'est que nous sommes infiniment plus vastes que ça. Donc elle nous maintient dans un aspect vraiment serré, petit et relatif. Oui. Très bien, merci Damien. Est-ce que, Alessandra, en termes de pratique professionnelle, vous en tant que coach, quels sont les effets de la solitude numérique que vous pouvez remarquer, observer chez les personnes que vous accompagnez ? Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'accompagne pas mal de personnes et principalement en fait des jeunes. Et ce phénomène-là, en fait, de solitude numérique, je trouve qu'il est beaucoup plus marquant chez les jeunes, en fait, aujourd'hui. Donc, il est indéniable que la consommation du numérique a augmenté de manière drastique dans notre jeunesse. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui vont maintenant sur les réseaux sociaux. Et on le voit très bien dans la rue, tous ces jeunes qui sont sur leur écran, dans le bus, dans le train, on est tout le temps connectés. Le fait d'avoir en fait principalement des interactions virtuelles a un impact en fait à plusieurs niveaux, et ça c'est quelque chose que je peux vraiment voir dans mon travail parce qu'on rencontre tous ces jeunes. Ce qu'on observe en fait, c'est une perte de capacité à se mettre en lien naturellement avec autrui. Par exemple, on offre des cours dans le cadre de mon travail, et ces jeunes qui ne se connaissent pas en fait ne vont pas les uns vers les autres, ils se mettent directement sur leur écran. Et ça c'est très 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 récurrent. Et quand je pose les questions en fait aux jeunes, est-ce que vous avez rencontré de nouvelles personnes en allant au cours, j'ai très souvent le fait que non, parce qu'ils restent dans leur univers. Donc ça c'est une des premières choses qu'on peut observer. Donc, si on va moins vers les autres, évidemment, bien, on est moins à l'aise socialement. Donc, ce qu'on constate aussi, c'est que les jeunes sont plus méfiants. Ça, c'est clair et net qu'on voit aussi que les gens et les jeunes sont plus anxieux. Ils ont cette tendance, en fait, à tourner un peu dans leur propre boucle, puisqu'ils sont seuls face à eux-mêmes et moins en interaction. On a l'impression qu'ils sont vraiment dans leur propre univers. Ce qu'on observe aussi, en fait, c'est que ces échanges en ligne ont cette caractéristique d'être asynchrones. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que quand on communique avec quelqu'un en ligne, très souvent la personne ne répond pas directement, donc après coup, donc il y a un décalage. Il y a peut-être une incompréhension du message qui a voulu être donné, celui qui est reçu. Donc il y a une espèce de confusion aussi qui prend place en fait. Et ça fait que, et ça surtout chez les jeunes, du coup ils ont de la peine à se situer. Et ils ont de la peine aussi à faire confiance. Donc ça entraîne de la méfiance justement un peu plus ? Clairement de la méfiance, ouais. D'où le fait que, par exemple, quand ils vont au cours, ils restent dans leur coin. Parce qu'on ne sait pas vraiment qui est l'autre. On n'ose plus trop, en fait, à se mettre en lien avec les autres. Donc ça, c'est sûr que ça contribue à ce sentiment d'isolement et d'anxiété. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut observer. Et cet effet-là, en fait, de boucle et de tout le temps revenir sur soi, ça augmente évidemment ce sentiment un petit peu ou ce narcissisme, en fait, parce qu'on n'ose plus trop laisser l'autre entrer dans sa bulle, parce que c'est vécu comme une forme de menace, puisqu'on est dans son propre système.
bien on va avoir tendance à pas trop laisser l'autre nous définir ou choisir pour nous. Donc c'est vraiment comme si on était un peu enfermé dans ce système. Donc ça a tendance plutôt clairement à isoler, hein, vraiment. Donc ça, vous l'observez vraiment concrètement dans votre travail au quotidien. Oui, quand je pose la question aux jeunes, parce que souvent on fait ça, on leur demande est-ce que vous êtes en lien socialement, parce que c'est important clairement pour l'équilibre et on le sait tous. Souvent j'ai des jeunes qui me disent je ne sors pas, non, je n'ai presque ou quasi pas d'amis. Et je le sais qu'ils sont sur les réseaux tout le temps parce que même quand on les a en face, ils ont leur téléphone à portée, ils consultent régulièrement leur téléphone. Quand on leur demande de poser leur téléphone ailleurs, j'ai même une jeune qui m'a répondu un jour « je peux pas, je dois le garder à vue ». Donc il est resté sur la table. Donc ils sont donc vraiment... une dépendance qui... Une dépendance et ça représente comme une sécurité, c'est ce que je connais. C'est mon univers et je dois presque l'avoir apporté en fait. C'est comme ma bulle protectrice et c'est vraiment ça qu'on peut observer. Et ce qu'on a clairement vu en fait avec mes collègues ces dernières années, parce qu'on échange régulièrement sur les situations, c'est que tout le monde observe clairement qu'il y a une augmentation des troubles psychiques chez les jeunes. On voit une augmentation de la dépression, de l'angoisse. Et ça, c'est vraiment visible aussi dans le fait qu'à partir du moment où on reçoit les jeunes en entretien, qu'on commence avec eux les suivis, très souvent, on doit mettre en place des suivis psy. Donc, ils sont très souvent, la plupart déjà suivis par des psychologues. Et nous, on a le rôle aussi de se demander, est-ce qu'on est dans une situation où il y a besoin de ça ? Et c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Et ce qui est étonnant, c'est que ce que je vois aussi dans mon travail, c'est que, alors, c'est pas que la bulle numérique qui crée ça et tout l'aspect numérique qui crée ça, mais ça en fait clairement partie, en fait, des causes. C'est que les jeunes qu'on rencontre là sont très souvent dans une forme d'apathie, où il y a vraiment un manque de motivation, un manque de réactivité. On observe aussi une perte de vitalité et de sens. Et ça, lorsqu'on doit les mobiliser, en fait, ça devient, je trouve, personnellement, de plus en plus compliqué de les sortir de ça, de les sortir de cette bulle qui les a, en fait... happés, on pourrait dire. C'est comme si toute l'attention était vraiment... toute l'énergie était concentrée sur ces contenus et qu'il n'y avait plus de disponibilité pour autre chose. Oui, et l'impression que ça donne, c'est comme s'il y avait... ils étaient un peu omnubilés par cette bulle numérique, justement. Il n'y a pas de recherche de solution. Donc, ils sont pris là-dedans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Certains l'expriment. Je sais que quelque chose ne va pas, mais je ne sais pas d'où ça vient. En fait, la problématique qu'on observe, en fait, c'est vraiment de voir que c'est clair que cette bulle, elle a tendance à enfermer les jeunes dans cette dynamique. Ça, c'est certain. Donc, c'est comme un espèce de piège qui se retournait, qui se refermait sur la personne. Donc, dans notre travail, en fait, pour mobiliser après les jeunes, c'est un vrai challenge. Donc là, il va falloir trouver des solutions, mais je trouve en même temps que la méditation, dont on va parler aussi aujourd'hui, elle offre un outil qui est intéressant pour essayer un petit peu de prendre du recul, de sortir un tout petit peu de cette bulle, de prendre un petit peu d'espace, rien que pour déjà envisager d'autres possibilités, d'autres opportunités. Et je pense que c'est ça qu'il y a besoin aujourd'hui, c'est peut-être de prendre un peu d'espace. D'ouvrir le champ un peu, c'est ce que disait un peu Damien tout à l'heure, ouais, dans le sens où c'est un espace très limité. Exactement, et ce qu'offre une tradition comme le Dzogchen, c'est d'amener là-dedans de la lucidité et de la vision. La lucidité, c'est déjà prendre conscience de la situation dans laquelle on est et de la façon dont s'engager dans cette forme de solitude crée de la souffrance. Peut-être le point de départ sans quoi il ne peut pas vraiment y avoir de démarche libératrice. Ensuite, évidemment, la méditation nous permet de devenir familier avec nos propres pensées, émotions, avec le fonctionnement de notre esprit. Ça amène une qualité de lucidité, on pourrait dire de transparence. Les choses ne sont plus opaques, mais on voit effectivement comment on construit cette réalité et ce qu'on peut appliquer à la pratique qu'on a des réseaux sociaux. Et ça devient un peu plus possible de voir ce qu'on fait. Comme le petit exercice que je proposais tout à l'heure, de décider tout à fait arbitrairement, de s'intéresser à quelque chose qui ne nous intéresse pas du tout et de voir comment ça va complètement modifier ce qu'on reçoit en retour de ce système. C'est-à-dire comprendre ce qu'on fait quand on fait ça. Hein. Et c'est ce qu'on fait avec la méditation. Quand une instruction très simple de méditation, c'est de voir la pensée comme étant une pensée et non comme un fait, c'est déjà ce retournement de l'esprit, de la conscience sur lui-même, pour voir comment il marche, quels sont ses conditionnements. Oui.
Si je comprends bien, c'est gagner en lucidité pour Voilà, avoir exactement. une meilleure compréhension du mécanisme qui est à l'œuvre. Exactement. Par des sessions de méditation formelles, et puis aussi peut-être informellement de jouer un peu avec son esprit quand on est sur les réseaux sociaux, de regarder ce qui se passe à ce moment-là. Hein. De changer de manière de faire. On reviendra toujours à cette image de la boucle. Le simple fait, en fait, d'amener quelque chose de différent, de faire à un moment donné quelque chose de différent, permet peut-être de casser un petit peu cette boucle-là. Cette habitude. Oui, exactement, pour qu'il y ait un nouvel input, comme on dit, qui vient changer un peu la donne. Donc, en premier, développer un peu plus de lucidité sur sa condition Exactement. de prisonnier, on pourrait dire. Exactement. Mais comme c'est souvent dit, le moment où on réalise qu'on est un prisonnier, on est déjà beaucoup plus libre. Oui, Exact. Voilà. Bonne image, bonne image. Il y a toutes sortes de Nous, ça traditions, va pas. D'accord. même pas forcément spirituelles d'ailleurs, politiques aussi. Oui. Mais on va pas aller dans ce non, domaine. non, pas sur ce terrain. Mais c'est le début, de tout. Ouais. D'ailleurs, il y a aussi des fictions. D'ailleurs, je pense à Matrix ou d'autres films ou Black Mirror qui peuvent être intéressantes parce qu'elles Ça parlent de ça. interpelle. Et aussi, il y a l'aspect de la vision de comprendre qu'on est plus vaste que ce conditionnement. Oui, voilà, C'est-à-dire, il y a d'une part la lucidité, voir le conditionnement, et puis ce qu'on pourrait appeler dans le Dzogchen la vision, voir que notre esprit a une nature qui est infiniment plus vaste que ça, et qui est libre, sans condition, et qui est sans cesse là. Donc là, ce serait aussi un autre aspect qui permettrait de sortir de ces effets de boucle, de ce narcissisme, de cette réalité complètement égotique et illusoire dont on a parlé. Voilà, ce serait un autre élément. Voilà, on retrouve quelque chose de vaste que peut-être on croyait trouver dans Internet. Et alors, au final, pour conclure peut-être, est-ce que cet aspect vaste pourrait modifier la perception qu'on pourrait avoir de nos sentiments de solitude ? Bien sûr. Et est-ce que vous en avez rapidement, parce qu'il ne me reste que 2 minutes, mais peut-être un témoignage plus qu'une expérience. Je dirais que le simple fait de prendre un petit peu d'espace et déjà de faire un travail qui a un impact sur le mental et donc le calme offre justement cette possibilité de moins être victime de tous ces mouvements extérieurs. On a très souvent tendance à être défini par tout ce qui se passe à l'extérieur, de vraiment se définir soi-même par les événements. Et en fait, la méditation, elle offre cette possibilité de moins être impacté par ça. Parce qu'il y a comme un retournement sur soi, il y a un apaisement qui se fait, donc les phénomènes extérieurs n'ont plus le même impact. Et c'est clair, le fait que ça n'a plus le même impact, il y a un apaisement qui a lieu, donc ça vous apaise déjà vous-même. Mais ensuite, évidemment, que ça va aussi avoir un impact dans vos relations sociales, elles seront plus détendues. Comme il y a beaucoup moins d'attentes en fait, par rapport à ce qui dans vos interactions et tout ça, il y a vraiment un apaisement qui se passe et ça facilite en fait. Ça facilite déjà pour vous-même en tant que personne, mais dans vos relations. Donc il y a aussi une ouverture qui se crée dans l'échange et on peut être plus facilement en lien avec autrui. Vous parliez de cette méfiance tout à l'heure, donc peut-être plus ouvert avec moins d'appréhension. J'ai souvent vu ça, c'est-à-dire que si on reste dans la vision de l'esprit ordinaire, tout est là autour du moi. Et par exemple, des gens qu'on connaît depuis toujours, comme ses parents, frères et sœurs, ils ont un rôle bien fini, bien défini. Mais avec cette vision dont on parlait tout à l'heure, cette vision de l'évidence primordiale, on peut rencontrer quelqu'un qu'on connaît depuis toujours pour la première fois. Ça m'est souvent arrivé avec mes proches. Alors ça, c'est une très belle conclusion, je trouve, pour ce podcast lié à la solitude numérique. Merci beaucoup, Damien Vromont. Merci beaucoup, Alessandra Horde. Merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Et puis, je propose à nos auditeurs de ne pas manquer notre prochain épisode qui sera consacré cette fois-ci à la solitude heureuse. Voilà, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast@dzogchentoday.org.